Merci. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai le grand plaisir de présenter Aymeric Augereau. Aymeric Augereau, comme il vient de me le rappeler, est un ami d'enfance à Charlie El-Koubi, avant même que Charlie ne soit ni chez Ormodan, ni nulle part ailleurs. Aymeric Augereau, on s'est connu déjà quand il était à Garancières. Et à part d'être diplômé de Garancières, il est diplômé de Saint-Louis pour l'orthodontie dans le Missouri. Et il est revenu donc avec ce diplôme d'orthodontiste. On s'est à nouveau retrouvés. Et je dirais qu'on ne s'est jamais perdu de vue très longtemps avec Aymeric. Et on s'est retrouvés surtout au moment donc de la création d'OrthoPartner pour concevoir et donc mettre en place le Genius System que vous avez aujourd'hui et que vous utilisez. Donc je ne vais pas, dirais-je, en parler très longtemps. Ah oui, c'est lui qui nous a introduit aussi la solution simplifiée du carrière dont il va aujourd'hui encore... Non. Non, tu ne parles pas de la classe 2 ? Je l'ai sorti, c'était trop long sinon. Non. Ok. Voilà, c'est le problème de ces présentations vite. Alors, il y a deux premières aujourd'hui. Bonjour, enchanté pour ceux que je ne connais pas. Il y a deux premières aujourd'hui. Tout d'abord, on n'arrive jamais à démarrer une matinée à l'heure. Et là, franchement, vous étiez tous dans la salle à 9h04. Donc, franchement, je dis bravo. Mais c'est aussi grâce à Charlie qui, pour une fois, nous a pas mis une soirée dansante la veille jusqu'à 3h du matin. Voilà, donc ça nous a permis de nous lever quand même ce matin un petit peu. L'autre première, c'est que c'est la première fois au cours d'un Genius Summit, et je voudrais remercier Charlie qui me donne l'opportunité chaque année de m'exprimer devant vous. J'ai toujours parlé du Genius, c'est le 6e Summit ? C'est le 6e Summit, et c'est la première fois que nous abordons le thème des aligners. Et il était temps, puisque c'est une partie intégrante de notre pratique quotidienne pour la majorité d'entre nous, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est aussi, il y a une raison derrière cela, c'est que Cleve Aligner pointe le bout de son nez. Alors, comme il pointe le bout de son nez, je l'évoquerai uniquement sur 2-3 dernières images. Et j'ai essayé de faire une présentation avec une espèce de recul sur le monde des aligners aujourd'hui. Alors, au commencement, j'aimerais faire, si je vous demande de quand date la technique, Bereshit, de quand date la technique des aligners, je pense qu'une grande majorité d'entre vous vont répondre Invisalign en 1999, congrès de Chicago, et plus récemment des concurrents, mais nous a présenté la technique Invisalign, donc avec leur logiciel Treat, le Clean Check, et puis la production en masse, les algorithmes et l'IA qui ne vient en fait que de commencer chez eux, puis sont venus les scans 3D, intraoraux, etc., l'intégration du CBCT. Mais en réalité, d'un point de vue historique, on va remonter à Kessling en 1945, qui a utilisé du plâtre, une scie, de la cire pour faire des setups, et avec des gouttières en caoutchouc, qui n'étaient pas les gouttières plastiques d'aujourd'hui évidemment, déplacer les dents. Et c'était d'ailleurs commercialisé, puisque bon nombre d'entre vous ont utilisé un positionneur dans leur vie, et donc sachez que cela date de 1945, donc le principe de je sors des bagues pour pouvoir aligner des dents, bon, il existait d'autres appareils, hein, si vous regardez l'histoire de l'orthodontie au 19e siècle et au début du 20e, mais bon voilà, ce qui ressemble le plus au début c'est ça. Naum, lui, a utilisé le plastique thermoformé, donc on y est presque, ça y est, en 1964. Vous allez être étonnés, vous allez voir, hein, parce qu'en fait, Invisalign n'a quasiment rien inventé. Biggerstaff en 70, setup et simulation assistée par ordinateur. 1970. Vers 1970, il faut bien comprendre qu'en fait, les écrans ils sont noirs et les lettres elles sont vertes. D'accord, c'est un peu ça. Burstone en 79, lui Burstone, il n'a pas travaillé dessus, il était visionnaire. Et il faut retrouver son article qui je crois est paru dans le Journal of Clinical Orthodontics de 79, où déjà sa vision parlait de ce que l'on fait actuellement avec les setups digitaux et les traitements orthodontiques digitalisés. Et il n'est pas étonnant que Ravi Nanda, qui était son jeune professeur second à l'époque, soit aujourd'hui un maître conférencier pour parler des aligners et en particulier de graphie, qui a été évoqué hier par Romain et Ephraim. Sheridan en 85, vous êtes tous au courant de son protocole de stripping pour thérapeutique avec aligner. Les taquets en 1988, d'accord, avec des gouttières thermoformées. Hein. Donc évidemment, tout se fait de manière artisanale, rien n'est industrialisé. Et enfin, le modèle 3D, les segmentations, le setup, le staging viennent de 1997, donc 2 ans avant Invisalign. Donc Invisalign n'a fait finalement
que, bon, évidemment, ils ont fait plein de choses, hein, je veux pas, mais ils n'ont fait que recouper ce qui existait déjà, et ils l'ont industrialisé. Voilà. Et juste pour la petite info, l'image que vous voyez au-dessus, c'est le docteur Pete Kessling qui, comment dire, en 2000, dans les années 2000, qui était déjà à la retraite, qui était un prof de ma fac à Saint-Louis. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, fac de Saint-Louis qui est sur l'image en bas à gauche. Alors aujourd'hui, le monde des aligners, il y a du B2B, donc business to business. Qu'est-ce que le business to business? C'est un vendeur de gouttières qui vend à un autre businessman qui est l'orthodontiste. Et il y a le B2C, j'ai envie de dire malheureusement, qui est le vendeur de gouttières qui vend directement aux patients. D'accord? Donc ça prend des parts de marché considérables, surtout sur les grandes villes comme Paris. Donc dans les B2B, on a les Américains d'Invisalign et Spark. On a les Chinois d'Angel Aligner qui arrivent en force. Vous allez les voir fin de l'année, je pense. Ils sont bons. Hein. On a les Allemands de ClearCorrect et d'Orthocaps. On a les Français de Smilers. On a les Français d'aligneurs français. J'ai peut-être oublié Deep. Enfin, j'en ai oublié. Hein, j'ai pas tout mis. Mais les principaux. On a ceux qui, comment dire, peuvent nous donner, nous vendre des logiciels pour faire du in-office comme OnyxF et DeltaFace. Et on a Clever Aligner qui va présenter finalement, j'ai envie de dire, une solution hyper hybride, où il a été réfléchi sur tout ce qu'on voulait avoir et comment on peut le mettre en place. Et en B2C, j'ai pas mis les logos, mais il y a Impress to Smile, Dr Smile, Jouvence, Smile Direct Club, et j'en oublie. Voilà. Et donc des milliers de patients sans contention collée. Donc des milliers de récidives qui vont arriver dans nos cabinets. Alors j'ai fait un petit sondage auprès de vous, et j'ai essayé de recueillir des informations sur les avantages et inconvénients des aligners. Alors je me suis placé du point de vue orthodontiste, c'était volontaire. Donc j'ai entendu moderne, pratique, intéressant, puisque ça change, permet le développement du cabinet, puisque ça permet de gonfler la patientèle adulte essentiellement, et puis permet de donner une autre image. Prédictibilité, j'ai entendu ça, tiens, il y a en trop. Prédictibilité, alors, je ne suis pas tout à fait sûr, parce que je pense qu'on est plus peut-être prédictible aujourd'hui avec le Genius qu'avec les gouttières, les traitements par gouttière. L'optimisation du planning, ça c'est certain, il y a moins d'urgence, il y en a quand même. Il y a moins de rendez-vous, puisque les rendez-vous sont plus espacés, et il y a moins de fatigue, c'est clair. Et ce qui est intéressant, évidemment, et c'est le cœur, c'est la possibilité de traitement invisible des malocclusions complexes pour ceux qui ont assez d'expérience et qui font appel à des marques connues, on va dire, de gouttières. Ensuite, les inconvénients. J'ai entendu la coopération du patient, les limites biomécaniques des aligners. Je rappelle que les traitements multi-attaches présentent également des limites biomécaniques. Hein. Mais bon, voilà, chacun en a. Il y a moins d'assistantes et plus de travail masqué. Donc l'inconvénient, c'est qu'il y a moins d'assistantes. C'est pas un inconvénient d'avoir moins d'assistantes, mais en contrepartie, il y a un travail masqué. Qui ne fait pas un clean check le soir chez lui à la maison? Le coût, donc la facture Invisalign ou Spark ou autre. Alors ça, c'est très intéressant. L'intelligence artificielle généralisée des gros fabricants. L'intelligence artificielle généralisée des gros fabricants, ça veut dire quoi? C'est par exemple, Invisalign se vante d'avoir de l'intelligence artificielle. Oui, mais son intelligence artificielle, il va la recueillir de tous les orthodontistes et dentistes, d'accord, qui travaillent sur les cas. Donc, est-ce que vous avez envie que vos clean checks soient finalement la moyenne des traitements en clean check des 18 millions de patients qui ont été traités avec Invisalign? Pas nécessairement, parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs, les mêmes desiderata que la moyenne des orthodontistes dans le monde. Donc ça, c'est un petit problème, même si leur clean check est pas mal parfois. Et puis, il y a une certaine dépendance de production vis-à-vis de ce fabricant. Alors, on va aborder le sujet des traitements invisibles de malocclusion complexe, et je voulais juste vous présenter un cas pour cela, histoire de montrer un peu dedans, parce que je sais que ça fait toujours plaisir. Donc voici ce patient, et on va montrer étape par étape, assez brièvement, parce que pas beaucoup de temps, comment on est parvenu au résultat final. On voit déjà qu'il y a eu une chirurgie, mais on va voir par exemple qu'il y a une proalvéolie des incisives maxillaires, et on va regarder comment on a pu traiter cette proalvéolie sans avoir recours à des extractions. Donc voici le patient qui facialement présente essentiellement, si on doit résumer, une rétrognattie de la mandibule.
Voici son occlusion dentaire, donc une occlusion de classe 2, absence de 36-46, une DDM et une bi-endo-alvéolie, d'accord. Ici, voici les vues occlusales. Donc on voit quand même à l'image de gauche que l'endognathie maxillaire se fait ressentir lorsqu'on regarde cette arcade, assez allongée, assez étroite. Voici la téléradiographie de profil que j'ai présentée tout à l'heure, qui montre la proalvéolie des incisives maxillaires, qui montre une divergence des bases squelettiques, qui montre une rétrognathie mandibulaire, et la radiographie panoramique sans trop d'informations. Alors, la première étape du traitement, ça a été de réaliser une disjonction du maxillaire. Donc, on l'a fait avec Dominique Defresne. Et on a choisi, il n'y a pas eu de disjonction, on va dire, avec un système implanto-porté, comme ça peut se faire. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est vrai, dans le cadre de traitement avec un liner. Elle a été faite pour des raisons financières avec un disjoncteur et une chirurgie classique pour arriver à ce type d'image, donc un écartement maxillaire avec une présence d'espace. Voilà, donc ça, rien de spécial, rien de particulier à démontrer. On a retiré, l'idée c'est on retire le disjoncteur, on fait le scan et je remets le disjoncteur en attendant de recevoir les gouttières Invisalign. Donc voici la première image clean check, d'accord. Donc on voit le surplomb transversal que j'ai recherché. Pourquoi je recherche ce surplomb transversal? Je recherche ce surplomb transversal tout d'abord pour accueillir la mandibule qui va être avancée, d'accord, pour qu'il y ait une coordination d'arcade tout simplement. Et ce surplomb transversal m'a permis l'élargissement m'a permis de créer des espaces, et les espaces vont me permettre donc d'être utilisés pour le recul des incisives, pour corriger la proalvéolie des incisives maxillaires. Alors, comme le disait très justement hier Bilal, ça a été mon plan de traitement. C'est pas le plan de traitement idéal, c'est peut-être pas le vôtre, mais c'était le mien, et j'ai eu le résultat que j'ai eu, qu'on va présenter dans un instant. On a donc fait une préparation, alors pré-chirurgicale, oui, enfin, c'est-à-dire après la chirurgie de disjonction, classique, avec 8 mois de liner, 32 stages. Classique, coordination transversale d'arcade, réduction de la proalvéolie, un petit recul des incisives mandibulaires également qui avait été calculé pour pouvoir terminé avec une bonne classe 1. L'ouverture préimplantaire d'un espace de 10,5 mm en site de 36 et 46 parce qu'initialement il y a 7-8 mm. Et puis évidemment l'alignement, nivellement et fermeture des petits espaces interdentaires. Voilà ce qu'on a fixé comme objectif pour la première simulation. Alors voilà, on va voir tout de suite. Donc, quelle est cette préparation gouttière pré-chirurgicale? Pré-chirurgicale, donc pré-avancement mandibulaire. Donc, on voit le redressement des molaires mandibulaires pour créer l'espace molaire requis. Voilà, on voit le recul quand même mandibulaire un petit peu. Voilà, parallèlement, tout se place. Les incisives maxillaires. Bon. Il n'y avait pas 32 stages en fait. Pardon, excusez-moi, c'est une erreur, il y a 48 stages. Avec un changement chaque semaine. Donc il y a une erreur dans ma présentation. 48 semaines, ça fait à peu près 10 mois. 10 mois et demi. Voilà. Et donc là, le patient est prêt. Après, il y a le jump. Je ne sais pas si on voit le jump sur le... Non, on ne voit pas le jump sur le clean check, ça n'a pas une grande importance. Voilà, la fin de préparation. Nous sommes donc là. Avec des arcades parfaitement régulières, les espaces molaires ouverts. Voici les vues de profil. Le surplomb transversal dont je vous ai parlé sur l'image en bas, on le voit bien, qui est prêt pour l'avancée mandibulaire. Alors, on est donc là, en termes radiographiques. L'espace est bon aussi pour le futur implant. Et on est dans cette situation-là au niveau de la téléradiographie de profil. Donc on a réduit de façon relativement significative la proalvéolie des incisives maxillaires. Mais évidemment, on a toujours la rétrognathie mandibulaire. Donc, juste avant la chirurgie, on a collé les boutons en céramique sur les dents postérieures jusqu'aux canines. C'est Dominique Defresne qui, à l'époque, a réalisé l'avancée mandibulaire avec une génioplastie. Et il y a eu évidemment après le port d'élastiques intermaxillaires post-chirurgicaux. Le résultat post-chirurgical, il est là. Ça, c'est quand je reçois le patient un mois après la chirurgie. Donc, sincèrement, on aurait pu s'arrêter là, puisqu'en fait, c'est la petite inocclusion molaire, prémolaire, va probablement se résoudre toute seule. Mais, voilà. Donc là, on voit l'emplacement des boutons, hein, c'est à ce niveau-là qu'on a fait porter les élastiques. Mais on a choisi de faire des finitions sur une durée
assez courte de 4 mois où on avait fait changer les gouttières tous les 10 jours avec des élastiques postérieurs. Voilà, juste pour fermer l'infraclusion postérieure. Voilà. Ça, c'est l'autre côté maintenant. Voilà le patient avant, voici le patient après. L'élargissement maxillaire a été vraiment un plus pour redonner une jolie forme d'arcade. Voici en vue latérale, donc l'occlusion est bien fonctionnelle. Voici les vues occlusales. Le voici. Et on a perdu un peu, on avait mieux corrigé la rotation, pour ceux qui ont fait attention. La rotation de la 45, elle était mieux corrigée après la phase de préparation que maintenant. Et voici avant-après. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est ici, traiter un cas comme celui-ci sans extraction, avec des gouttières et une chirurgie, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'on est arrivé à un bon niveau de capacité, j'ai envie de dire, de traitement par gouttière. Alors, il a fallu des boutons et des élastiques, hein, je ne le dis pas. Et d'ailleurs, on va y arriver. Donc, dans les avantages et inconvénients pour les aligners, on va parler un tout petit instant de la coopération, puisque c'était quand même le sujet numéro 1 qui est revenu à chaque fois que j'ai posé la question. Donc pour la coopération du patient, vous pouvez bien sélectionner votre patient, mais ça c'est toujours, le patient dit toujours oui, oui, je vais porter les gouttières, et donc ça va, parfois on passe à côté. Il y a les marqueurs bleus qui ne marchent pas chez Invisalign. Il y a le dental monitoring et virtual care pour ceux qui aiment, qui je trouve, moi, finalement, enfin, nécessite une très 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 grosse organisation. C'est un trip, j'ai envie de dire, auquel je n'ai personnellement pas adhéré. Donc chacun voit comme il veut. Pour motiver le patient, je ne pose jamais la question « Avez-vous porté vos gouttières ou vos aligners 22 heures sur 24 ?» parce que je vais entendre « oui » comme réponse. Je pose toujours la question, je le fais à l'envers, comme pour les enfants, je leur dis « À quel moment avez-vous oublié de porter vos gouttières ?» Comme si je présumais qu'ils avaient déjà oublié de porter leur gouttière, ce qui est quasiment évident. Il y a bien eu un moment où ils ont oublié de porter leur gouttière. Et là, vous avez toutes les réponses qui sortent. Ah oui, alors je ne les ai pas portées pendant 2 jours parce qu'il y avait le mariage de ma sœur, je les ai oubliées une nuit, ou alors finalement j'oublie de les remettre après le repas parce que j'ai toujours un conf call. Voilà. Et donc là, on a une réponse un peu plus sûre sur la coopération qui permet de remotiver le patient. Et surtout, ce qui est très très important dans la coopération, c'est que il faut arrêter de porter l'intégralité de la responsabilité de ce traitement-là chez nous, parce que ce ne peut pas être le cas. On ne peut pas faire des finitions ad vitam, on ne peut pas faire 4-5 finitions sur un patient, parce que le patient ne porte pas bien ses gouttières. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il ait sa part de responsabilité. Donc ça, il faut que ça soit très très clair depuis le début, sinon on se fait bouffer et le cabinet se fait bouffer. Voilà. Ensuite, il y a quand même un truc, c'est que plus votre traitement est cher, plus le patient va coopérer. Il y a des chances. D'accord ? Parce qu'il va mettre un rapport entre un investissement lourd pour lui et un service, donc il va s'investir plus dans le service. Et ensuite, il y a la possibilité d'avoir dans vos conditions générales, non pas de vente, parce que nous ne sommes pas des commerçants, mais conditions générales d'intervention, ça s'appelle comme ça légalement, vous pouvez le mettre dans votre devis, la possibilité d'intégrer des finitions payantes, par exemple pour parler d'Invisalign, parce que c'est ce que je pratique aujourd'hui, la Formule Light donne droit à 2 finitions gratuites, ok, donc vous pouvez accepter si vous voulez d'avoir 2 finitions gratuite, mais si jamais vous êtes embarqué sur une 3e, cette 3e doit être payante. Même si c'est symbolique, elle doit être payante. C'est pareil pour les formules compréhensives. Au bout, à la 4e finition, il faut que ce soit payant, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est juste entre nous. Alors, les limites biomécaniques, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus en tant que clinicien. Et les limites biomécaniques, j'ai essayé de les lister ici. Donc il y a la mise en place de dents incluses, les égressions de dents antérieures unitaires, la fermeture d'espaces de dents absentes, extraites ou manquantes d'ailleurs, hein, avec un bon parallélisme radiculaire, la correction de birétroalvéolis sévère et la correction de supraclusion sévère. Il y en a peut-être d'autres, ou vous en avez peut-être d'autres en tête, mais moi en tout cas c'est celle que j'ai répertoriée et c'est celle avec personnellement laquelle j'ai beaucoup de difficultés. D'accord ? Et alors ce ne sont pas les mêmes que celles. Si je vous donne ça avec du Genius, vous allez vous régaler, hein, parce que là le Genius il n'a aucun problème. Hein. Donc il y a des solutions biomécaniques. Les solutions biomécaniques viennent souvent par des auxiliaires. Donc il y a chez Line par exemple les Power Ridge, les Bite Ramps, les attachements. Ça marche moyen. Il y a les élastiques intermaxillaires, on va en parler. Il y a les chaînettes sur bouton, il y a les microvis, il y a les Power Arms. Il y a quelques solutions qu'on va imager. Voilà, la solution de dents incluses, c'est une microvis et des élastiques. Je pense que ça fonctionne pas mal. Il faut une super belle coopération, hein, parce que l'élastique là doit être porté 22 heures sur 24.
H24. Hein. Ce n'est pas simplement la nuit. Ça ne pourra pas fonctionner avec une dent incluse comme ça. Les solutions unitaires de dégression, vous connaissez tous le boot, ce qu'on appelle le bootstrapping, qui marche parfois, pas tout le temps. Donc, égresser une latérale, finalement, ça devient un peu compliqué, alors que c'est une dent toute bête, et en plus, c'est manque de bol, elle est juste devant. Voilà. Donc, on va présenter un cas rapidement sur cette canine haute, qui n'est pas facile à mettre en place chez un adulte, d'accord ? Donc, je passe sur le diagnostic parce que ce n'est pas le but de cette micro-présentation de cas. Mais voici ce qu'on va faire. D'abord, je vais distaller, c'est-à-dire créer la place, on va dire par un mouvement un peu réciproque, même si je mets un peu d'élastique de classe 2 à droite. Je veux créer la place pour la 13 avant de la mettre en place. Dès que j'ai une place en mésial, de l'espace en mésial et en distal, hop, je mets des button cuts et là, je fais porter des élastiques en V la nuit. Donc qui vont de 44, qui montent au-dessus sur 13 et qui redescendent sur 43. D'accord ? Et le taquet, finalement, sert à retenir l'égression que j'ai obtenue la nuit, sert à retenir cette égression la journée, entre guillemets. Mais je réalise cette égression uniquement une fois que j'ai un peu d'espace en mésial et en distal. Parce que sinon, il y a trop de friction et trop d'études. Pourquoi ça revient ? Voilà. Bon, c'est l'autre côté. L'autre côté est un petit peu plus classique. Alors vous avez vu quand même qu'on a d'autres difficultés. Vous allez voir qui sont les rotations canines mandibulaires, qui sont la béance antérieure. Donc on a pas mal de petites contraintes dans ce traitement. Mais bon, l'idée c'était de montrer un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau de la canine et comment j'avais traité ce problème. Alors pourquoi je dois recliquer là-dessus ? Voilà, ça c'est la vue occlusale. Donc on voit nettement le manque de place qui est présent pour la canine. Et comment je veux d'abord créer la place. Alors, encore une fois, hein, c'est mon plan de traitement. Hein. Certains auraient peut-être choisi une extraction. Il n'y a pas de problème. Chacun fait comme il le souhaite. Alors, les taquets en palatin, ça marche un petit peu moins bien que les taquets en vestibulaire. Mais alors lui, hors de question que je mette des taquets en vestibulaire, c'était même pas imaginable. Et on doit avoir la vue mandibulaire, qui montre aussi que les rotations canines étaient assez importantes. Voilà, regardez le timing du stripping. Hein, je réalise vraiment le stripping au moment où les points de contact sont disponibles. Et j'ai mes limites. Généralement, je me limite à 0,2 sur les antérieurs et 0,4 sur les postérieurs. Je ne vais pas plus loin. Voilà, donc chez ce patient-là, on a eu 18 mois de traitement avec des élastiques simplement la nuit. On a eu un set initial de 60 aligners qui était de 13 mois. Alors c'est très moche, hein, la photo est moche, les dents sont jaunes, la gencive est enflammée. C'est mieux à la fin. Donc on en est là au bout du premier set de gouttière. Donc j'ai envie de dire, même si ce n'est pas parfait, je pense que j'ai gagné le traitement, mais on a évidemment voulu s'améliorer en termes d'occlusion. Donc on a fait un premier set de finition de 3 mois et un deuxième set de finition de 2 mois. Bon, je m'y attendais un petit peu vu la complexité initiale du cas. Donc à la fin, ça nous a permis de terminer dans une situation qui est très très convenable, qui a, je remonte, assez bien résisté au niveau paro, parce qu'au niveau paro, il était déjà pas mal atteint, et maintenant, il s'agit pour lui d'aller voir le parodontiste pour faire ses greffes. Je le fais dans ce sens-là. Enfin, c'est ce qui m'a été conseillé par le parodontiste. Il m'a dit, renvoie-le-moi après. Voilà la vue de profil du côté le plus atteint, on va dire, le côté droit. Le côté gauche était beaucoup plus simple, donc l'occlusion est facile à rétablir. La vue occlusale supérieure, vous pouvez voir le fil réalisé par le bender qui prend en charge et la 13 et la 14 pour le maintien de la 13. Sinon, je pense qu'il y a un souci sur la 13, elle pourra récidiver s'il n'y a pas un appui bilatéral de contention sur cette dent, parce que ce n'est pas un enfant. Et idem pour la contention mandibulaire. La contention mandibulaire, compte tenu de la rotation des canines, j'ai décidé d'aller avec le bender, de plier le fil jusqu'à 34-44. D'accord ? Je préviens toujours le patient qu'au bout de quelques années, et j'espère que ce soit quelques années, pas quelques mois, il y a un risque que le fil se décolle, parce que ça arrive quand même souvent, ou se casse au niveau de la première prémolaire, et que le cas échéant, je ne recollerai pas la contention, que je supprimerai le fil. Et le voici, j'ai repris une photo il n'y a pas si longtemps, il est à plus de 17 mois, donc on peut estimer que le patient est stable, à 17 mois en tout cas.
Donc là, je ne vais pas montrer de cas, mais voici les solutions pour fermer les espaces d'extraction ou de dents absentes en essayant d'obtenir un parallélisme radiculaire. C'est avec des power arms. Vous savez que chez Invisalign, par exemple, il y a un taquet qui s'appelle power arm, qui vous permet d'insérer un power arm. Il faut juste le demander, parce qu'il n'est pas dans la banque de données. Voilà, en mésialisation ou alors en fermeture réciproque. Voilà, il faut savoir quand même que le power arm ne va pas vraiment jusqu'au centre de résistance, d'accord? Il est un petit peu en occlusal du centre de résistance, et donc on aura quand même un tout petit peu de version. Pas non plus rêver. Voici pour les corrections d'une rétroalvéolie incisive marquée. Je suis en cours de traitement sur cette thérapeutique, c'est-à-dire avec un élastique qui part du palatin, de la gouttière, et qui vient remonter sur les microvis pour obtenir une espèce le moment qu'on a beaucoup de mal à obtenir avec les gouttières. Et enfin, je vais aborder le thème de la correction de la supraocclusion sévère. Parce que lorsqu'on entend on regarde, pardon, les deux d'ailleurs, des conférences sur des praticiens qui montrent des cas de supraocclusion, ils disent voilà, leur thème c'est la supraocclusion, et quand on regarde le cas, il y a une supraocclusion qui n'en est pas une vraiment, quoi. Donc on se dit bon, c'est un peu exagéré, mais qu'est-ce qu'on fait dans les supraocclusions sévères? Il y a des cas qui sont presque des contre-indications, on va en parler. Donc il faut savoir qu'il y a une étude qui a montré que en moyenne, la correction de la supraocclusion réelle par rapport au clean check n'est que de 40%. Et plus c'est sévère, plus le pourcentage augmente. D'accord? Donc ça veut dire que si vous avez 2 mm et que vous voulez passer à 1 mm, vous allez probablement avoir 90% de correction. Si vous avez 5 mm et que vous voulez passer à 1 mm, vous allez avoir 2 mm de correction. D'accord? Donc on va en tirer une conclusion. Des conclusions. Alors les conditions de succès de correction de la supraocclusion, tout d'abord il y a les cas favorables, il faut que le cas soit favorable. Et c'est quoi le cas favorable? C'est le cas, on l'a tous appris en biomécanique, c'est c'est le cas où on va vouloir réaliser la vésicularisation des incisives. Donc on va accompagner cette correction avec les bite ramps, l'hyperrégression postérieure qui nous fait obtenir des contacts rouges sur un clean check, ce qu'on va montrer en image dans quelques instants. Et on va demander dans le clean check une hypercorrection de la supraocclusion. On va demander une fin de traitement avec 0 à 0,5 mm. D'accord? Voilà, ça c'est un cas favorable. C'est facile, parce que évidemment, pour corriger la supraocclusion dans ce cas-là, en fait, d'abord c'est une supraocclusion, on va dire entre guillemets alvéolaire, donc il n'y a aucun mérite à la corriger, et en plus, il y a besoin de vestibuloversion, donc ça va être facile comme tout. Voilà. Donc voilà les contacts rouges qu'on va chercher à obtenir en fin de traitement sur le clean check. Ça marche pas mal. Quand on demande des contacts rouges, il y a rarement de béance latérale après. Voici la supraocclusion corrigée à 0,5 mm de la patiente. Voici le clean check. Quand je mets des power ridge sur les centrales, je mets toujours des taquets sur les latérales. Pour moi, les latérales n'ont pas besoin de power ridge. La racine, elle est faible. Le torque qu'on veut obtenir, il n'a pas besoin de power ridge. En revanche, et en plus, quand il y a 4 power ridge, ça désinsère la gouttière devant. Donc pour moi, c'est power ridge sur les centrales uniquement et taquet sur les latérales. Attends. Pardon. 5 minutes. Voilà, donc la vestibuloversion qui va aider à la correction de la supraocclusion, et c'est pareil. C'est pareil à l'arcade mandibulaire. Je vais passer vite sur le cas parce qu'il est simple, il est trop simple. Moi, j'aime bien montrer les trucs compliqués, les trucs où on galère. Bon. Pas mal de vestibuloversion, il y en a qui vont avoir peur, sans doute. Donc voici le cas avant, et voici le cas après. Voilà. Donc là, encore une fois, pas de mérite, parce que c'est un cas qui est très favorable. Et, chose rare, ici, il n'y a pas eu de finition. Vous voyez, en fait, ça c'est l'historique de plan de traitement global de la patiente. Il y a, voilà, j'ai pris et regardez en bas à droite, il y a la date de laquelle j'ai ouvert le plan de traitement, le 22 juin. 22 juin, on a fait un seul clean check, c'est tout. On n'a pas eu de finition. Donc ça s'est bien passé. Donc c'est facile.
Alors les cas défavorables à repérer. Donc déjà, c'est pas nécessairement défavorable, mais il faut avoir l'habitude de travailler avec des microvis et des gouttières. Mais quand on a une courbe de spé très importante, très importante, voilà, il faut réaliser l'ingression des incisives mandibulaires. Il y a plusieurs façons de le faire avec des microvis. Moi, c'est cette manière que j'aime bien, que je privilégie, pardon. Et lorsqu'il y a un sourire gingival, j'ai pas réussi à retrouver mes photos, donc j'ai pris cette photo d'un livre, pardonnez-moi, mais voilà, c'est le même principe avec un élastique qui part du palatin et qui vient pour ingresser tout le secteur antérieur pour corriger le sourire gingival. Donc là, il faut avoir l'habitude. C'est pas un cas défavorable, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un cas un petit peu complexe qui nécessite quand même pas mal d'expérience et un patient qui soit quand même supra-motivé, surtout lorsqu'il y a le sourire gingival, parce qu'il faut les gouttières, les microvis, accrocher les élastiques devant et tout ça. C'est tout un programme. Et les vrais cas défavorables, ce sont ceux-là. Ce sont les cas de perte de DV. Convergence squelettique des bases osseuses, convergence des plans occlusaux, bruxisme, usure, absence de dents postérieures, perte de DV, présence d'implant postérieur, ça c'est très compliqué. On peut y arriver, mais c'est quand même très compliqué. Il faut de la chance, de la coopération, il faut que toutes les étoiles soient alignées, comme on dit. Et puis aussi, lorsqu'on a, on a une supraocclusion et en fait on a une rétroalvéolie et qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire de vestibuloversion à proprement parler, mais en fait ce qu'on recherche c'est du torque radiculopalatin. Donc là, c'est plus compliqué. Donc je vous présente très brièvement, parce que le cas est en cours, cette patiente qui présente des dents absentes, une perte de DV, du bruxisme, elle use les sédents, elle a tout, voilà. C'est le cas défavorable par excellence. Elle a voulu quand même absolument faire le traitement. Ça, c'est un cas assez simple hein, en Genius. C'est un cas super simple en Genius. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les adultes, à Paris, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de traitement avec des bagues, avec des braquettes. On y arrive parfois, mais c'est quand même très rare. Donc la voici, on voit les bases squelettiques qui sont assez convergentes. Et alors les solutions biomécaniques dans ces cas, c'est en fait de rechercher une augmentation de la DV postérieure. Bon, alors donc si la patiente est en main avec un super dentiste qui a l'habitude de faire ça, il va savoir faire ça, il va faire les implants, il va faire les couronnes, il va faire des onlays, il va recréer la DV pour corriger la supra. C'est parce que le vrai problème ici, c'est que la patiente elle a perdu du tissu dentaire, donc il faut le reconstituer ce tissu dentaire. Donc ce qu'on pourrait faire en orthodontie, en augmentation de DV, en fait, est une espèce de substitution de ce qui c'est une solution de substitution, c'est pas la vraie solution. Voilà. Donc ici, on a dans le cas présent, on a collé des bagues turbo en composite. Alors, et fait porter des élastiques postérieurs. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient qu'on ne peut pas égresser les dents postérieures en Invisalign avec des élastiques parce qu'il y a les gouttières qui empêchent l'égression des dents. Alors, certes, si on compare avec le multi-attache, c'est vrai. Mais ce qu'on peut obtenir avec une butée antérieure et des élastiques postérieurs, c'est une ouverture des plans occlusaux. Une petite ouverture des plans occlusaux qui va nous aider. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et alors surtout, il faut essayer de programmer une supraocclusion à 0 mm, là même pas 0,5, il faut aller presque aller en béance sur la simulation, et puis prévenir le patient que ça va être très long. Parce que ça va être très long. Je sais que j'en ai pour... Le cas est débile, j'en vais en avoir pour 1 an et demi à 2 ans. Donc voici la présentation du CleanCheck. Et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, donc je vais à 0, je mets un torque un petit peu en excès. La voici avant. La voici, voilà, elle a terminé ses aligners. J'en suis là et la patiente a décidé, m'a demandé d'arrêter. Donc en fait, c'est la photo qu'on a prise après le retrait des taquets. Mais j'aurais dû faire 2-3 finitions. Mais voilà ce qu'on a pu obtenir avec ce CleanCheck. 43 gouttières qu'on a fait changer toutes les 2 semaines, hein, donc bien 1 an et demi, des bagues turbo composites et des élastiques postérieurs. Donc ouais, c'est pas terrible le résultat. Hein. Et je sais que je vais galérer parce que s'il n'y a qu'une seule contention en haut et que je lui dis c'est bon, elle va revenir, elle va avoir pété la contention. Donc là, je suis obligé de la mettre en Vivera, quoi. Voilà. Donc la réussite des cas complexes traités avec les aligners, finalement, avec tous ces auxiliaires qu'il faut utiliser, bah, ça va dépendre du docteur, de sa qualification, de sa connaissance des bases fondamentales, de ses connaissances en biomécanique.
de ces formations continues avec les aligners, parce que en parlant à droite à gauche, en allant voir tous ces conférenciers, voilà, même Kenji Ojima, pour certains qui l'ont vu et qui baratinent un petit peu, c'est toujours intéressant à voir. Et puis l'expérience. L'expérience, c'est pas uniquement le nombre d'années, c'est aussi le nombre de cas traités. Et puis, on a l'impression finalement de se dire, finalement, la qualité de logiciel et de l'intelligence artificielle et la qualité des aligners, quand on voit tous ces cas sur lesquels il a fallu travailler avec des auxiliaires, est-ce que c'est vraiment si important? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Pas du tout. Je pense que le futur, en réalité, se trouve là. Il se trouve là. Parce que là, on est dans une phase, on est sur une espèce de plateau technique, on va dire presque, mais c'est là où les choses vont changer. Et donc, qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qu'il y a en cours de développement? Notre objectif, c'est de repousser les limites. Alors, je vais introduire ainsi Cleveliner. Cleveliner, le principe global, c'est d'avoir un système avec de l'intelligence artificielle, mais une véritable intelligence artificielle, pas un algorithme. Pour ceux qui connaissent, il y a une différence vraie. À la disposition de l'orthodontiste qui va garder son indépendance et son libre arbitre. Il va y avoir un cloud personnalisé de data clinique par orthodontiste ou par cabinet. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est votre pratique avec le système qui va enrichir votre cloud de data et donc l'intelligence artificielle qui va être finalement la vôtre. Et pas celle, je ne vais pas m'enrichir de l'intelligence artificielle de l'orthodontiste indien qui travaille à Bombay ou d'un orthodontiste qui travaille au Kenya. Je n'ai rien contre eux, mais je ne sais pas ce qu'ils valent et je n'ai pas envie de généraliser ma pratique avec une autre. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc l'intelligence artificielle va travailler à plusieurs niveaux, va travailler sur les modifications, sur les étapes, sur le résultat final. Ce n'est pas uniquement sur l'étape finale, l'image de fin. Bien sûr, on va implémenter avec cette intelligence artificielle et ce travail qui va être facilité du printing in office, avec les avantages qu'on connaît qui sont la maîtrise des coûts, la maîtrise du délai. On va avoir la possibilité de... on enregistre un patient, d'accord, avec Cleveliner. On enregistre un patient, on travaille 1 heure dessus. Alors attention, 1 heure, c'est pas 1 heure devant l'ordinateur, parce qu'il y a des temps d'attente où le système est en mode run pour faire avancer certaines choses. Donc il doit y avoir, entre 30 minutes et 1 heure, il doit y avoir en fait 10 à 15 minutes de travail effectif, comme sur une prescription classique. Et juste après ces 30 minutes ou cette 1 heure, vous pouvez passer en printing. Ce qui veut dire que dans l'idéal fou, vous voyez le patient le matin, vous travaillez 30 minutes dessus à midi, et le soir, vous lui filez ses gouttières. D'accord ? La compensation des défauts biomécaniques. Alors la compensation des défauts biomécaniques, est-ce qu'elle doit venir? Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus, à mon sens, d'articles et de communication sur les connaissances biomécaniques des aligners. Ça reste encore très très faible par rapport à tout ce qui est paru en multi-attache. Mais vous pouvez trouver des formidables films sur YouTube. Si vous faites biomécanique aligner sur YouTube, vous allez voir plein de films. C'est très intéressant. Et je pense que le matériau va nous apporter un grand plus, déjà de pouvoir passer en 4D, c'est-à-dire en impression directe, comme par exemple avec Graphie. En in-office, c'est vachement bien. Et je pense que la conception et la propriété du matériau plastique à mémoire de forme, on va travailler sur des principes sans attachement. C'est ce que dit Ravi Nanda. Si vous avez la chance d'écouter ou d'aller voir Ravi Nanda, il parle de ça pour le futur. Et ça va permettre d'absorber pas mal de défauts biomécaniques actuels, comme par exemple l'égression des latérales. C'est ce qu'on aimerait. Donc ça, je vais passer brièvement, mais c'est pour vous montrer quel est le process, le workflow en fait d'un traitement aujourd'hui par aligner dans un cabinet. Et avec une solution telle que Cleveline, il y a plein d'étapes qui sont grillées parce qu'elles vont être remplacées par de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas qu'un projet, puisque c'est déjà bien avancé, c'est en cours. Le bébé n'est pas né, mais disons qu'il a bien grossi dans le ventre de sa maman, et on espère vous le présenter bientôt. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent des articles et des références, avec plaisir. Bien. Je vous remercie. Hop, j'ai terminé. Merci beaucoup.